Bonjour à tous et merci de nous rejoindre aujourd'hui dans la 9e conférence de lumière. Tout d'abord, je vous souhaite une agréable année, pleine de bonheur et de joie à vous et à votre famille, que ce soit sur le plan personnel et professionnel. Bienvenue à tous encore une fois. Je m'appelle Anouar Iahi, je suis président de l'Association de Lumière française et ce soir, nous allons explorer la neuroscience qui peut transformer nos approches en quelque sorte pour transformer nos approches de l'enseignement. En tout cas, bonjour à tous et bienvenue dans cette soirée exceptionnelle et spéciale où nous allons recevoir Monsieur Charles Michaud qui sera avec nous et qu'on va échanger en quelque sorte sur la neuroscience. Donc, qui nous sommes? Nous sommes l'Association des Lumières françaises, une association qui s'engage à éclairer notre société, à promouvoir l'art et la culture et l'éducation. Nous œuvrons pour une société où la liberté, l'égalité et la fraternité sont plus que des idéaux, mais ils sont des pratiques quotidiennes. Donc notre mission est de soutenir la jeunesse, promouvoir l'excellence et l'innovation, mais surtout et plus encore, organiser des événements qui peuvent nourrir qui nourrissent l'esprit et le cœur. Encore une fois, bonjour à tous et bienvenue dans notre 9e conférence des conférences de lumière. Cette conférence va s'articuler sur la neuroscience. J'invite tout le monde à liker notre page. Si c'est la première fois que vous allez nous visiter, n'hésitez pas à parcourir la page Facebook et même à visiter notre site Internet. Vous pouvez juste noter Association de Lumière Française sur Google et vous aurez notre site web où vous pouvez parcourir nos activités depuis 2022. C'est la date de la création de l'association. Il y avait plein d'événements et plein d'activités. On est doré, c'est déjà la 9e conférence de conférence Lumière. C'est une activité parmi les activités de l'Association de Lumière française. Donc ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Charles Michaud en personne, qui est enseignant en sciences physiques et en enseignement scientifique, qui inclut bien évidemment la physique et la SVT. Charles est profondément engagé dans l'enseignement de la démarche scientifique, de l'analyse de la construction d'un argumentaire solide dans le cadre d'un questionnement ou d'une problématique. C'est c'est super pointu comme démarche, mais c'est très agréable de recevoir une telle personnalité qui va nous éclairer sur ce parcours. Il est également certifié en neurosciences de l'éducation, participant à une recherche action avec le Grain Monde. C'est qui le Grain Monde, ou plutôt Grain Monde, juste pour ne pas me tromper sur le terme. Grain, c'est groupe de recherche en neurosciences et éducation de l'Université de Montpellier. Voilà, pour ne pas me tromper de la nomination. Donc, cette conférence est la 9e dans notre série Conférence des Lumières et s'inscrit dans notre engagement à diffuser la connaissance, parce que c'est là où nous sommes concentrés, la diffusion de la connaissance, promouvoir un engagement citoyen actif, parce qu'on est des citoyens actifs. L'objectif est d'être des citoyens actifs au niveau de la France, au niveau de l'Europe, et même au monde entier. Pour ceux intéressés, je le redis encore une fois, toutes nos conférences sont accessibles sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez en apprendre davantage sur nos initiatives au niveau de notre site Internet. Avant de passer la parole à Charles, je tiens à vous inviter à notre prochaine conférence à Paris, qui s'intitule Ensemble pour l'intégration, construire une société plus inclusive, qui sera organisée le 24 mai à Paris, où ça sera bien évidemment présentiel, même si les conférences de lumière sont à travers Zoom, mais cette conférence spécialement, ça sera en présentiel le 24 mai, où nous aborderons les défis de l'intégration sociale et comment chacun de nous peut contribuer à bâtir une communauté plus accueillante et inclusive. Merci encore de votre présence ce soir. Donc, Charles, je vous laisse la parole. C'est à vous. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Tout d'abord, une bonne année à vous tous, avec tous mes meilleurs voeux de santé avant tout. Et puis, une fois qu'on a la santé, on va dire que, comme dans le cadre des neurosciences, si on est dans un bon état pour pouvoir travailler et puis pouvoir réfléchir et partager, tout le reste peut suivre avec tous les vœux que l'on souhaite. Donc, je vais
parler un petit peu de mon expérience dans l'enseignement, avec notamment la mise en place des neurosciences. Je vais d'abord partir de certains petits constats. Je vais commencer par citer Albert Jacquard. Je pense que vous connaissez tous, hein, Albert Jacquard, qui était un grand chercheur, biologiste, philosophe, essayiste, généticien, qui a été aussi un enseignant, je crois que c'était à Toulouse, en tout cas en médecine. Et il est parti donc du constat suivant, c'est que il disait qu'on était dans un système de compétition qui ne fait que sélectionner les plus conformes d'entre nous, ceux qui sont pas capables d'imagination. Alors, il a des propos qui sont assez pertinents, hein, c'est son idée, hein, que je vous partage. Il dit qu'il faut être les meilleurs, c'est-à-dire être capable de consacrer son intelligence, pardon, à étudier des choses qui ne m'intéressent pas, mais qui sont au programme. C'est faire preuve de conformisme. Et il dit ça, cette façon donc dont l'enseignement a été construit, c'est une folie totale. Et il dit c'est le moteur de notre société occidentale. Par contre, ce qu'il dit aussi en parallèle, il dit pour que l'enfant, l'étudiant ou même l'adulte, pour devenir soi, pour devenir moi, il dit j'ai besoin du regard de l'autre. C'est-à-dire que j'ai besoin de tisser des liens avec l'autre, avec lui, avec celui qui est avec moi, avec qui je partage. Si je suis en compétition, ce lien, il est plus possible. C'est du tout pas possible d'avoir des échanges. On est vraiment dans cette espèce de rivalité. Et il dit que tout le système éducatif est en fait en train de se fourvoyer en allant dans cette conception en fait de l'enseignement. Et il conclut un petit peu en disant qu'il faut mettre la société au service de l'école et non pas l'école au service de la société. Pour vous donner un exemple, il donne comme exemple lui-même ses étudiants qu'il avait en médecine, qui formaient en première année. Alors ça a un petit peu changé, hein, heureusement, les choses ont évolué et puis je vais en parler. Mais en première année, les étudiants en fait sont dans une véritable compétition avec un concours qui pouvait y avoir en fin d'année à l'époque où lui il enseignait. Bon, après aujourd'hui il y a des concours de sélection, ce qui fait que en fait on est en train de former quoi? Il dit carrément dans cette sélection concours, on est en train de former des tueurs qui veulent rentrer en rivalité avec les autres pour les éliminer pour avoir les meilleures places, paradoxalement, à un métier dans lequel on les forme pour sauver des vies. Donc lui, il avait ce paradoxe qu'il donnait comme exemple un petit peu par rapport à tous ces enseignements qu'on pouvait avoir. Donc ça, c'est un constat d'un enseignement qui peut toujours avoir un peu lieu aujourd'hui. C'est une vision un petit peu dure à mon sens, mais qui a existé. On a tous connu effectivement ce conformisme et ces programmes dans lesquels on a été imposé, dans lesquels on ne s'épanouissait pas forcément dans nos périodes scolaires. Alors, plus on évolue dans les études, plus on va dans des spécialités et plus ça devient effectivement facile de s'intéresser. Je vais parler aussi de Pascal Toscani. Pascal Toscani qui qui est la directrice, hein, du Grain Monde justement à l'université de Montpellier, qui m'a énormément formé pendant ces 3 années où j'ai été dans cette recherche-action. C'est-à-dire, en fait, c'est une formation dans laquelle on était de vrais acteurs. On a d'abord appris pendant, on va dire, 5-6 mois ce qu'étaient les neurosciences, un petit peu tous les mécanismes du cerveau. Et puis, on a réussi après, par la suite, à mettre en place donc des recherches et des actions donc à pouvoir mettre en place sur le terrain. Pascal Toscani, elle est aussi, elle est neuroscientifique, elle est psychologue également, et puis bien sûr, elle est chercheuse dans tous ces domaines-là. Elle, ce qu'elle dit, c'est que, et ce dont il faut prendre conscience, c'est que le petit homme, quand il arrive au monde, il n'arrive pas table rase. En fait, les neurosciences, dans le domaine des neurosciences cognitives, on affirme que les compétences pour communiquer, penser, font partie du patrimoine génétique. Donc chacun de nous est naturellement sociable et pensant.
Et dans le domaine psychologique, et son deuxième domaine, on dit que l'enfant, lui, il apporte en naissant, à sa naissance, des systèmes organisés, spécifiquement humains et prêts à fonctionner suite aux millions d'années d'évolution qu'a pu connaître l'espèce humaine. Donc, si on va jumeler un petit peu ces deux domaines, l'inconscient, il sait déjà, dans le sens savoir, et il est déjà actif. Au fur et à mesure que le petit homme, hein, comme on dit dans le livre de la jungle, il va grandir en faisant des liens entre ce déjà-là, inné, ce qu'il a déjà en lui, et ce qu'il va découvrir à partir de son environnement en grandissant. Alors c'est flagrant, hein, notamment dans les 2 premières années de sa vie, quand il est bébé, il est vraiment tous yeux ouverts, tous les sens ouverts, l'ouïe, le regard, le goût, le toucher, l'odorat. Il va mettre en fait en place, il va relier ces deux domaines. Donc, le déjà actif, le petit, il va grandir dans cet environnement de ce qu'il a déjà et il va le compléter par tout son environnement grandissant. Donc, ça, en fait, on est sur le constat, là, par contre, du fonctionnement cérébral d'un homme, d'un être humain, qui évolue au fur et à mesure de son âge, bien sûr. Là-dedans, le rôle de l'enseignant, c'est que c'est un médiateur. C'est un médiateur, en fait, entre ces deux entités, qui est le non-conscient, donc tout cet inné que peut avoir l'enfant, et le conscient, qu'il va acquérir au fur et à mesure de son évolution, de ses apprentissages. C'est un médiateur, l'enseignant, qui va influencer le parcours de celui qui l'accompagne, de l'enfant, de l'élève, de l'étudiant plus tard, en fonction de la connaissance qu'il a de sa propre intériorité, l'étudiant lui-même, et non pas le professeur. Et donc, la conscience qu'il a aussi de son propre moi, l'enfant. Euh, pour citer un petit peu par rapport à là où je vais vouloir aller, c'est Léopold Sédar Senghor qui affirmait que le premier but de tout homme est de se transformer en transformant le monde. Cette phrase, elle me touche particulièrement parce que, en fait, là où je mets aujourd'hui la pédagogie, quel que soit le niveau d'enseignement, c'est avoir conscience qu'on est en enseignant que transmettre, c'est se transformer. Donc, on n'est plus vraiment dans, comment dire, dans cette transmission de savoir. Bien sûr, elle doit avoir lieu, puisqu'il doit y avoir des bases de savoir qui doivent exister, mais on est vraiment dans cette transmission de compétences. On doit avoir tout un tas donc de compétences à transmettre à l'élève, qu'il se connaisse bien lui, que le professeur connaisse son élève. Alors la difficulté, c'est de connaître ses élèves, de connaître sa classe. Aujourd'hui, on a des classes, alors au mieux peut-être 25 élèves, on peut monter jusqu'à 30, 35, suivant dans certains pays, même voire un petit peu plus. Et puis quand on est dans une université, bien sûr, on va passer par des cours un petit peu magistraux, mais on va retrouver un petit peu après dans les écoles ou dans les universités des moments où on est en petit groupe avec des travaux dirigés, où là, on va pouvoir faire une transmission donc beaucoup plus personnelle. Mais il faut, comme le disait un petit peu Albert Jacquard, il faut oublier ce temps où on était des enseignants qui transmettons en fonction de nous-mêmes, nos savoirs, comme des maîtres, comme des professeurs, etc. On l'est toujours, mais on se met à la place de l'enfant. Alors, moi, dans les neurosciences, j'ai plus travaillé sur les mécanismes d'apprentissage et sur les mécanismes émotionnels. Et je voudrais m'attarder un petit peu justement sur ce mécanisme émotionnel, c'est-à-dire le, les neurosciences ont la connaissance du cerveau, la connaissance de toutes les intelligences qu'il peut y avoir, ont permis de faire évoluer justement les apprentissages et les acquisitions que pourraient avoir les enfants. Une chose qui est fondamentale, ce qu'on a cru jusqu'à
encore quelques années, c'est que chaque élève développe ses apprentissages spécifiques, dans le sens où les recherches en neurosciences, ils n'ont pas réussi à démontrer qu'il existe un style d'apprentissage propre à chaque individu. Dans le sens, voilà, j'ai une intelligence auditive, j'ai une intelligence visuelle, j'ai une intelligence kinesthésique. En fait, aucun neuroscientifique ne peut affirmer que ces apprentissages ils seront plus profonds et plus durables si un enseignant enseigne exclusivement par rapport à son propre ressenti. Parce que je suis un prof, par exemple, qui est plus effectivement avec une intelligence auditive, mais c'est ma sensibilité, mais j'ai toutes les autres formes d'intelligence, surtout si je suis un pédagogue. Et l'élève, il a toutes ces formes d'intelligence-là et qui sont en plein développement et sur lesquelles on peut jouer avec des points forts pour certaines intelligences, des points un peu plus faibles pour d'autres. Mais ça laisserait supposer que l'information ne serait traitée que par un seul canal par l'élève, alors qu'il est perçu par tous les canaux, même s'il y a un canal pour lequel il est un petit peu plus sensible. Donc ça c'est entre autres une des conclusions qu'a porté Howard Jones, un neuroscientifique, il y a à peu près une dizaine, une quinzaine d'années. Là où je veux en venir, alors j'ai la chance d'enseigner en sciences physiques, d'abord dans un premier temps. Pourquoi je dis cette sens-là? Parce qu'en fait, ça m'a permis de prendre conscience que je vais avoir des heures de cours où j'ai une classe qui est par exemple entière et qui est bien assise derrière sa table. Et puis qui écoute le cours, qui fait des exercices, même si on les guide, etc. Mais qui se retrouve dans des réflexes où il est contraint à ne plus trop bouger, à être en train de travailler et puis faire ce qu'on lui demande. Donc ce que représentait Albert Jacquard. Mais pourquoi je dis que j'ai cette chance-là? Parce que j'enseigne aussi, bien entendu, toute une partie pendant la moitié du programme, à peu près une moitié d'heure de cours, une moitié d'heure de travaux pratiques. Et en travaux pratiques, on se retrouve en petits groupes d'une quinzaine, on va dire, selon les capacités des laboratoires, une quinzaine ou une vingtaine, où là, l'élève est beaucoup plus en autonomie. Et on va rencontrer des élèves qui sont beaucoup plus à l'aise parce qu'ils sont à faire des expériences. Alors, on leur donne des protocoles au début, et puis après, ils vont trouver des protocoles par eux-mêmes. Mais en tout cas, ils se retrouvent contraints à exercer par eux-mêmes et à former leur savoir et leur apprentissage par eux-mêmes. On va les mettre dans des situations d'expérience où ils ne savent pas trop où est-ce qu'ils vont aller. Ils sont à leur paillasse pour travailler, pour faire une expérience d'électricité, de chimie, mais ils ont la possibilité de se balader un petit peu partout dans le laboratoire pour aller chercher un générateur, pour aller chercher un produit chimique, pour etc., tout en ayant bien sûr des phases où je dois me cadrer pour des raisons de sécurité. Et en fait, quand on voit ça, et vous avez tous pu rencontrer ça, la chose que l'on demande, même si on n'aime pas trop les sciences, même un élève qui n'est pas féru de sciences, c'est est-ce qu'on va faire des expériences? C'est l'image principale qui montre que l'élève va être complètement motivé, même s'il ne comprend pas forcément tout ce qu'il va faire en sciences, parce qu'il est acteur de sa formation, parce qu'il est autonome dans son rythme de travail. Il est autonome parce qu'il peut se déplacer éventuellement dans le laboratoire pour aller chercher tel ou tel produit, tel ou tel matériel. Et non pas contraint comme dans une salle de classe. On m'a proposé à plusieurs moments de mettre une salle de classe avec des tables en carré, en quinconce, en ci, en ça. Moi, j'ai refusé. J'ai refusé pour la simple et bonne raison que on va faire entrer un élève dans une contrainte également, où il va se rendre compte que ben, soit il a des tables alignées, comme dans une salle de classe classique, soit il a des tables en îlot, 4 par 4, ou des tables en quinconce, ou des tables en U, ou des choses dans ce genre-là. Et en fait, de lui-même, il n'a rien choisi. De lui-même, il n'est pas forcément dans son élément pour travailler. Moi, ce que je fais, et notamment ce que je fais plus quand je fais de l'enseignement scientifique, c'est-à-dire que où je leur apprends vraiment la démarche scientifique, la recherche, aller chercher des documents, en faire l'analyse en tirant les bonnes informations par rapport aux questionnements qui peuvent être posés ou des choses dans ce genre-là, je leur dis, vous vous installez comme vous voulez, vous bougez les tables comme vous voulez, vous vous mettez à l'aise comme vous voulez. C'est pour ça que j'ai refusé à ce qu'on me donne une classe déjà, on va dire, non conforme. Non, le non-conformisme, c'est que l'élève s'installe comme il le veut. Moi, mon souhait,
Et c'est quelque chose que, en tant que parent, vous pouvez aussi rencontrer. Mon souhait, ça serait d'avoir une salle de classe avec des canapés, des fauteuils, des tables, des bibliothèques avec des livres de tout domaine, des ordinateurs, de quoi manger, des boissons, des ci, des ça. Et les élèves sont libres, pendant un temps libre, de travailler sur telle ou telle notion qu'on a à leur faire passer, bien sûr, par rapport à un programme, parce qu'on est quand même obligé de respecter et de leur inculquer certains savoirs ou certaines compétences. Alors, c'est utopique, c'est complètement utopique aujourd'hui dans un établissement scolaire. Je dirais, on connaît peut-être un peu ça avec le système Montsouris, mais oui et non, un petit peu, mais il y a encore quand même des contraintes qui sont imposées. Et le mettre en place dans un établissement, on serait quand même soumis, encore une fois, à certaines contraintes. Mais moi, je vais vous projeter avec les enfants à la maison. Et j'ai rencontré plusieurs de mes étudiants qui étaient en difficulté. Et je vais vous raconter l'anecdote d'un de mes élèves qui était avec une maman qui apprenait de façon un peu autonome, qui avait fait sa formation et ses études de façon un petit peu autonome, et dont le père était militaire, donc très cadré, très strict, etc. Et autres. Et l'enfant en classe, il était assis derrière sa table, pardon, et il n'était pas attentif aux cours, il s'intéressait pas aux cours, il travaillait pas, il ramenait pas des bons résultats, etc. et autres. Et j'ai posé la question, j'ai rencontré la maman, je dis, écoutez, expliquez-moi comment ça se passe à la maison, est-ce qu'il travaille? Il m'a dit oui, il travaille, mais des fois, il s'éparpille un petit peu, et quand son père arrive, il dit non, tu poses tes livres sur ta table, tu poses tes stylos, tu as ton cahier pour écrire, éventuellement tu as ton ordinateur si tu as besoin, tu es assis, tu es droit, tu bouges pas et tu fais ton boulot. J'ai dit, bon, madame, je peux comprendre, le père est militaire, on a un petit peu cette discipline, etc. Et j'ai dit, vous, comment vous travailliez, vous, quand vous étiez jeune? Elle m'a dit, moi, j'étais sur mon lit, mes bouquins, ils étaient éparpillés partout par terre, dans tous les sens, tous mes livres étaient ouverts, mais je savais où tel livre était rangé, était rangé. D'ailleurs, une anecdote, on dit que les personnes qui ont le plus de mémoire, c'est les personnes qui sont le plus désordonnées. Parce qu'ils savent où est-ce qu'ils ont posé leurs livres, leurs affaires. Mais j'ai dit, écoutez, madame, on va faire un test. Si vous voulez, je rencontre le père et puis on se met au défi. Je dis, je suis sûr et certain que votre fils, il a besoin d'être à la maison, soit sur son lit, soit sur son tapis, avec des bouquins dans tous les sens. Et je lui dis, on se donne 8 jours, 10 jours, 15 jours, et vous le laissez travailler comme ça. À partir de ce moment-là, il s'est retrouvé dans un environnement où il était complètement à l'aise. Alors vous allez me dire, la relation avec les neurosciences, c'est qu'en fait, tous les apprentissages se font parce que on est d'abord dans un environnement qui nous convient, dans un environnement dans lequel on l'a choisi, dans un environnement dans lequel on peut être à l'aise pour pouvoir avoir ces apprentissages-là. Euh, Dans mon expérience, plus je laisse les élèves libres s'installer pour pouvoir être attentifs aux cours, mieux ils seront. C'est la notion de base que l'on peut avoir. Et derrière, il faut les pousser un petit peu par des activités à droite à gauche à développer tout un tas d'autres styles de perception qu'ils peuvent avoir sur les intelligences, c'est ce que disait Pascal Toscani, mais par rapport à ce que l'élève il a, pas par rapport à ce que moi j'ai, et lui permettre de se développer dans le système auditif, dans le système kinesthésique, dans toutes ces formes d'intelligence-là. Dans les neurosciences, ce dont il faut penser à la base, c'est inverser complètement ce rôle-là. C'est compliqué, c'est pas évident, c'est pas facile, c'est changer une mentalité complète au niveau des styles d'enseignement. C'est restructurer même et reconfigurer d'un point de vue architectural aussi les établissements, les classes. Mais c'est quelque chose qui petit à petit peut se mettre en place et déjà a commencé un petit peu à la maison par rapport aux apprentissages. Et
le cerveau va fonctionner en fonction de ses émotions. Si vous mettez l'élève en stress, automatiquement, il n'aura pas tous ses moyens pour réussir. Bien sûr qu'il aura des périodes de stress ou des choses dans ce genre-là, mais c'est d'essayer de lui donner le meilleur confort possible. En fait, on donne un confort à la personne, on donne un confort au cerveau. Le, le, l'apprentissage est lié aux émotions. L'apprentissage est lié au système attentionnel. Le système attentionnel, c'est simplement permettre, alors, dans le processus d'apprentissage, il faut mettre l'élève en alerte. Il faut lui dire, voilà, telle tâche à faire. Après, il faut le mettre dans un système attentionnel. Le système attentionnel, il va passer par plusieurs niveaux. Il va passer par des niveaux où il va percevoir ce qu'il a à faire. Il va être capable de lui-même s'approprier ce qu'il a à faire, et puis par la suite, il va de lui-même mettre en place tous ces outils qui vont lui permettre donc d'ancrer au fur et à mesure toutes les notions qu'on doit lui inculquer. Alors, ce qui me gêne, c'est un petit peu le qu'on doit lui inculquer. Euh, le système français, comme beaucoup de systèmes, à la différence de systèmes anglo-saxons, c'est que justement, on est trop basé sur, on doit faire du français, des langues, des mathématiques, des sciences physiques, de l'histoire, de la SVT, en oubliant que derrière, on n'a pas forcément besoin de tout ça. Par contre, on a besoin d'un seul point commun, c'est toutes ces compétences qui permettent de mettre en place ces apprentissages-là. Ce sont toutes ces compétences qui vont permettre de dire à l'élève, moi, si un jour je veux faire de l'histoire et que je suis passé par les sciences, j'ai des mécanismes qui sont semblables, qui sont relativement similaires, et je peux calquer ce que j'ai appris dans un domaine pour le mettre dans un autre domaine. C'est les Japonais qui sont très très forts par rapport à ça. Ils ont des méthodes où eux, ils ont en fait une espèce d'algorithme de fonctionnement du cerveau qu'ils apprennent à leurs enfants très très tôt. Alors nous, c'est ce qu'on essaye de commencer à faire. C'est un petit peu une volonté de l'éducation nationale en France, que l'élève ait conscience un petit peu de ses fonctionnements, des fonctionnements neuronaux qu'il peut avoir, de ses fonctionnements émotionnels, de ses fonctionnements d'apprentissage attentionnel. Et à partir de ce moment-là, ou à partir du moment où il connaît son algorithme, il va beaucoup, beaucoup être beaucoup plus épanoui et être adaptable à toutes sortes donc d'apprentissage et de nouvelles notions. Euh, je parle en fait globalement, si vous voulez, pas forcément précisément des neurosciences, mais je parle vraiment d'un point qui me touche énormément par rapport à ce que je vois aujourd'hui, à beaucoup d'élèves qui sont très conformistes et qui sont pas forcément épanouis, qui vont faire beaucoup d'études et qui par la suite se disent, mais en fait, c'est pas forcément ce que je voulais faire, parce que ils sont allés dans un domaine qui pouvait leur plaire à un moment ou à un autre. Ils vont y aller, ils peuvent être épanouis un certain temps, et puis au bout d'un moment, ils sont obligés de tout recommencer pour repartir sur une autre voie, parce que c'était pas forcément leur choix. Si vous prenez les systèmes anglo-saxons, si vous prenez les systèmes un petit peu japonais, ils sont beaucoup plus adaptables justement à changer de carrière ou à changer de métier ou à changer de notion. Ils ont cet esprit qui est beaucoup plus ouvert parce qu'en fait, ils sont moins sur des savoirs, ils sont plus sur des fonctionnalités, sur des compétences. Pardon, je parle un petit peu beaucoup, mais je partage un petit peu ce que je ressens. Mais cette notion, donc, se transmettre, c'est se transformer. J'ai envie de partager avec vous une petite vidéo, alors qui est en anglais, mais qui doit être sous-titrée. C'est assez émouvant, d'ailleurs, c'est assez touchant. Ce sont des jeunes enfants qui ont été interrogés par rapport à justement leur ressenti dans les écoles et par rapport à comment ils percevaient justement le monde de l'enseignement. Alors, je vais vous le partager. Euh, je fais un partage d'écran. Voilà. OK. Alors, vous avez la fenêtre? Vous avez la vidéo? Oui, effectivement, oui.
Ça apparaît? Ok, Et donc je vais juste la lancer. C'est une petite vidéo. peut-être pour le son, approchez juste peut-être le micro au son du PC, comme ça on pourra. C'est une vidéo qui est sur le PC elle-même. Donc je pense Ah, que d'accord, vous ok, me dites, hein, si ça marche pas, je relance. D'accord? ça Donc marche. je vous partage ça. Certes, on n'arrive pas à entendre, mais on arrive à suivre la vidéo avec les sous-titrages. Voilà un petit peu pourquoi je suis allé dans cet axe ce soir pour vous parler donc de l'enseignement et je crois qu'une des plus belles conclusions, c'est vraiment ce que demandent ces enfants. Alors, je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais Anouar, a priori, m'a dit qu'il y avait le sous-titre, mais c'est le plus beau témoignage, moi, que j'ai vu dans l'enseignement de cette demande des enfants, d'être à l'aise, d'être chez eux, entre guillemets, avoir justement ce cours et cette conclusion en disant, je suis votre étudiant, je suis votre élève, je suis votre élève, je suis votre élève, mais s'il vous plaît, professeur, comprenez-moi. Voilà ce que je voulais partager un petit peu avec vous, en espérant que ça vous ait plu. Après, je ne sais pas si vous avez des questions ou pas. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Merci beaucoup Charles pour cette présentation. C'est plus que magnifique, si j'ose dire, parce que c'est même une présentation captivante avec des récits et des exemples qui sont aussi captivants, qui nous aident en quelque sorte à imaginer, à être au plein milieu de ce enseignement transformé, révolutionné du futur, avec ces perspectives en relation avec les neurosciences où on pourrait avoir réellement un espace d'apprentissage libre, libre en termes d'intelligence multiple, libre en termes de créativité, d'innovation, et personnalisable. Vous avez dit pas mal d'exemples pertinents, que ce soit avec les parents et avec même les élèves, même dans la vidéo, ces paroles qui sont même si on n'a pas entendu la voix, mais on a entendu les émotions et les mots qui sont explicatifs, qui explorent en quelque sorte ces principes qui doivent être appliqués, que ce soit dans l'école française ou même au niveau de l'enseignement français et même dans le monde entier. Certes, vous avez évoqué l'exemple japonais, il y a aussi un exemple très pertinent en Europe, c'est l'exemple finlandais, et qui, Finlandais, oui. ouais, exactement, et qui est très, ils sont très, très avancés par rapport à ce apprentissage libre basé sur la neuroscience et sur les intelligences, surtout les intelligences multiples. Et pour eux, la liberté s'articule autour, même les enseignants sont des élèves.
pour qu'il exprime cette liberté chez l'enfant, chez l'élève, qu'en quoi il est libre. Les enseignants sont aussi des élèves. Toi aussi, tu pourras être enseignant. Comme ça, il pourra aller vers la créativité, vers l'innovation, aborder des sujets avec une science du questionnement. D'ailleurs, vous êtes expert dans la science des questionnements. Donc, j'ai une première question avec peut-être une introduction. Par la suite, je vais laisser la parole à mes collègues. Aujourd'hui, nous sommes une vingtaine de personnes. Je tiens à remercier toutes et tous de votre présence ici parmi nous au sein de l'Association de Lumière française et pour les gens voilà, qui nous suivent au niveau de Facebook. Merci encore d'être là avec nous. J'espère que vous avez adoré cette présentation sur les neurosciences, sur l'enseignement. Donc, j'ai une première question. Certes, en tant que parent, nous sommes toujours à la recherche de vraiment de moyens pour mieux accompagner nos enfants dans leur parcours éducatif. Certes, il y en a qui savent c'est quoi les neurosciences, c'est quoi les intelligences multiples, mais Charles, comment, sincèrement, les dernières découvertes en neurosciences, tout ce que vous avez enseigné sur la neurosciences, peuvent-elles influencer la manière dont nous devrions structurer l'environnement d'apprentissage à la maison? Est-ce qu'il y a-t-il des arrangements spécifiques, des types d'activités que vous recommandiez ou que vous recommanderiez pour qu'on puisse être structuré au niveau en termes d'environnement, être libre pour l'enfant et que l'enfant, peut-être en termes de révision, en termes d'études à la maison, il soit plus libre, plus à l'aise, plus content, plus heureux, au lieu de voir la télé ou certes, jouer, c'est toujours bien, mais comment on pourra structurer cet environnement au sein de la maison pour avoir un environnement vraiment d'apprentissage et un environnement où tout le monde soit heureux, que ce soit parents ou enfants? Alors, c'est pas évident, justement, hein. La chose, moi, que je peux conseiller en premier, c'est que, justement, laisser l'enfant dans cette liberté de s'installer là où il est le plus à l'aise. Après, pourquoi je dis que c'est pas facile? Parce que nous, ce que l'on fait, c'est que on apprend aux élèves un petit peu le fonctionnement du cerveau. Ça passe énormément bon, par des petits jeux, par des petites activités que on a pu mettre en place. Mais euh, l'apprentissage des neurosciences, c'est énormément, énormément de lecture. C'est pour ça que la formation à laquelle j'ai assisté, c'est une recherche-action dans laquelle, en fait, on était. Alors, on peut se dire c'est lié aux neurosciences en elles-mêmes, mais c'est quand même du tout pas paradoxal. Mais pour se former en neurosciences, on est obligé d'être en permanence en lecture, en recherche par soi-même. Ce qui fait que si on ne connaît pas vraiment le fonctionnement du cerveau, c'est un petit peu compliqué pour des parents d'aider les enfants à y arriver un petit peu dans les apprentissages. Le, comme, comme vous disiez tout à l'heure, en fait, le professeur, moi j'apprends tous les jours, on apprend de nos élèves, ils sont même pas mal avancés par rapport à leur système de comment je peux apprendre. Euh, comment dire, il faut absolument que l'école donne les méthodes aux enfants de leur fonctionnement algorithmique, si je peux parler comme ça, de leur cerveau. C'est à partir de ce moment-là où il sera de plus en plus à l'aise. Après, pour des parents, connaître les neurosciences pour savoir comment faire, moi je dirais, laissez votre enfant libre à apprendre, libre dans sa façon d'être, avec juste ce regard par contre, vérifier si ces apprentissages, ils ont vraiment lieu. C'est-à-dire avoir un regard qui vérifie, c'est pas du style est-ce que tu as fait tous tes exercices, est-ce que tu as fait ci, est-ce que tu as fait ça, etc. C'est du style plutôt raconte-moi ce que tu as appris, explique-moi ce que tu as appris, ou explique à ton petit frère, ou explique à ta petite sœur. Donner le rôle acteur de l'enfant comme s'il était professeur et comme si lui, il allait enseigner ce qu'il venait d'apprendre. À la maison, pour moi, c'est la meilleure méthode qu'on puisse mettre en place parce qu'on ne connaît pas vraiment
une personne lambda le fonctionnement de toutes ces intelligences. Alors en plus, ça dépend. Gardner va dire qu'il y en a 8, d'autres vont dire qu'il y en a 9, etc. Donc, c'est même pas un débat, mais c'est pas bien grave, mais c'est pas la peine de rentrer dans ces détails-là. Par contre, si l'élève à la maison est acteur en redevenant lui-même professeur et raconter à ses parents, raconter à ses petits frères, à ses petites sœurs ce qu'il a fait en maths, en physique, ou il va le dire en anglais, par exemple, il va le dire en espagnol, il va s'amuser à faire ces petits jeux-là. Bien, je vais te parler de ce que j'ai appris aujourd'hui en chimie, mais je vais te le raconter en espagnol. Mettre en place tout un tas de petites activités dans ce genre-là et forcer votre enfant à restituer son cours, mais pas comme un poème qu'on apprendrait par cœur. Il faut apprendre des poèmes par cœur, il faut apprendre par cœur quand même pour exercer sa mémoire. Mais après, s'approprier un apprentissage, ce qu'on appelle l'ancrage en neurosciences, pour le faire soi, pour se l'investir, il faut être capable de le maîtriser pour pouvoir le restituer facilement. Et comment mieux le maîtriser qu'en s'amusant avec. Donc, moi, c'est ce que je conseille à mes élèves, parce que il faudrait qu'on forme aussi les parents en neurosciences. Les enfants, on les forme petit à petit, on leur fait de façon très, très ponctuelle. Il y a deux matières qui manquent pour moi fondamentalement dans les programmes aujourd'hui. C'est le fonctionnement du cerveau et c'est tout ce qui est intelligence artificielle. Ça, c'est un autre débat. Donc, pour répondre, faites jouer comme des pièces de théâtre, comme l'enfant le ressent, restituez le cours de votre enfant comme si lui, il était professeur et qu'il s'en amusait à le réciter, à le raconter euh, à son entourage. En veillant, surtout, parce que ça, je sais que c'est un défaut de certains parents, oui, mais t'as pas dit ça, oui, mais t'as pas dit ça, oui, mais il y a ça aussi dans ton cours. Non, du tout pas. Chaque personne, quand il reçoit un apprentissage, une nouvelle notion, il n'est pas capable de restituer 100% de ce qui a été dit. Le cerveau ne peut pas fonctionner comme ça. Suivant l'émotion dans laquelle il était, suivant le caractère de chacun, suivant ses motivations, suivant ce qu'il préfère ou ce qu'il ne préfère pas, il va restituer toujours quelque chose. Mais il restituera toujours quelque chose qui est dans le sujet de ce qu'on lui a appris. De façon exhaustive, impossible. Alors ça, c'est aussi un autre conseil que je donne aux parents. Ne cherchez pas à avoir une réponse exhaustive parce qu'il y a ça qui est écrit dans le cours. On n'interroge jamais les élèves sur la totalité de ce qu'on a pu transmettre. C'est impossible. Mais qu'ils puissent retransmettre ce qu'il est capable de, de redire, de ce qu'il a compris, de ce qu'il a retenu, de ce qu'il a aimé, à sa manière en langue étrangère, en jouant, en racontant à un adulte, en rencontrant un enfant. C'est un jeu, c'est un travail que je fais avec mes élèves en enseignement scientifique. Des fois, on fait des travaux sur des recherches assez poussées à leur niveau de lycéen, de baccalauréat. Et je leur dis, bon, ben maintenant, voilà, vous m'expliquez, la dernière fois, c'était en cristallographie, c'était un petit peu pointu sur la compacité, la multiplicité, etc., les masses volumiques, peu importe. Mais j'ai dit, voilà, maintenant vous allez expliquer à un enfant de 5-6 ans, et je leur avais posé une question précise, scientifique, un petit peu poussée, je me souviens plus. Mais je dis, vous ne me l'expliquez pas avec vos termes. Ils ne savent pas ce que c'est que la masse volumique. Ils ne savent pas ce que c'est que la compacité. Ils ne savent rien de tout ça. Expliquez ça à un enfant de 5-6 ans. Et je les ai forcés à restituer le cours, justement en ayant un public d'élèves de primaire. Voilà. Donc à la maison, il faut essayer de reproduire ça. À mon avis, c'est ce qu'il y a de mieux. Effectivement, c'est exactement ça. C'est juste une dernière question avant de donner la parole à nos chers participants au sein de Zoom. Aussi, on va arrêter le partage au niveau de Facebook. Juste une dernière question en se focalisant sur l'idée, ou plutôt les principes des intelligences multiples, qui suggère que des fois, chaque enfant a des forces ou même des compétences uniques qui peuvent être mieux cultivées dans des conditions adaptées. Juste, pourriez-vous un petit peu partager des conseils sur comment les parents peuvent identifier et nourrir ces différentes intelligences? Parce qu'on sait très bien qu'il y a différents types d'intelligence. Vous avez évoqué pas mal d'intelligences au niveau de vos partages, au niveau de votre présentation, mais
comment les parents ils peuvent nourrir ces différentes intelligences chez leur enfant? À travers quelle activité quotidienne ils peuvent s'inspirer pour essayer de mieux appliquer les intelligences multiples au sein de la maison avec leurs enfants, que ce soit en termes, si c'est des enfants mineurs, adolescents, voilà. Comment ils peuvent partager, quels sont les conseils qui peuvent voilà, nourrir ces différentes intelligences? On connaît tous un peu nos enfants et on sait un petit peu s'ils sont un peu plus avec des mémoires auditives, kinesthésiques, etc., ou une mémoire mathématique ou une intelligence mathématique, pardon. Euh, c'est pas, alors, ça peut être une contrainte, hein, mais il faudrait presque les forcer à exprimer justement ce qu'ils sont en train de faire, à le représenter d'une autre façon. Que ce soit au niveau d'activités scolaires ou des choses dans ce genre-là. Mais par exemple, je ne sais pas, tout à l'heure je parlais de cristallographie. Bon, par exemple, quand on travaille sur des solides, on a des cubes. Voilà. Il y a des élèves, ils vont dire, bon ben voilà, mon cube, il fait telle dimension de côté, il fait telle hauteur, il fait telle profondeur, il a tel angle, il y a des choses dans ce genre-là. Et puis, il va être à expliquer comme ça. Il faut lui dire, ça m'est égal, je ne comprends rien aux chiffres. Fais-moi un dessin. Et il est nul en dessin. C'est pas grave, fais un dessin et montre-le par le dessin. Voilà. C'est essayer de lui faire exprimer sous une autre forme ce qu'il est en train de faire. Alors, c'est pas facile du tout. Alors, ça peut susciter des blocages, hein, donc faut surtout pas forcer. De toute façon, à l'école, dans les enseignements aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est qu'on essaye d'avoir des approches différentes en faisant jouer toutes les intelligences. Alors, on a de la chance, c'est qu'on est dans un environnement où on est. Alors, toutes les intelligences existent chez tous les élèves, hein. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas qu'un seul canal. Mais pourquoi c'est facile à l'école? C'est parce que tout simplement, le voisin, la voisine, celui qui est devant, derrière, etc., il ne va pas avoir la même approche parce qu'il n'a pas la même sensibilité avec une intelligence kinesthésique ou l'autre avec une intelligence mathématique ou une intelligence auditive ou visuelle ou je ne sais pas quoi. Donc, ce qui fait que quand on est dans ce groupe classe, c'est beaucoup plus facile que quand on est à la maison, on est tout seul avec, on va dire, pour extrapoler un seul type d'intelligence, entre guillemets. Dans un groupe classe, l'enfant, il partage toutes ses perceptions qui sont difficiles, qui sont différentes et qui vont générer des explications qui sont différentes. Donc à la maison, il faut essayer de le forcer à aller sur une explication en jouant sur une autre forme d'intelligence. Essayer de le forcer sans le contraindre. Après, si on voit que ça bloque, il faut arrêter parce que de toute façon, l'école, il est dans ce milieu-là où tel et tel camarades vont lui permettre d'avoir ces différentes approches. Et nous, en tant que professeurs, on doit essayer d'avoir ces différentes approches où on va résoudre un problème, justement, comme je disais, avec des chiffres, avec des dessins, avec des graphiques, des fois avec de l'audio. On leur demande juste d'écouter ou des choses dans ce genre-là et puis de restituer après une écoute ou des choses dans ce genre-là. Euh, Ça me fait penser que justement à la maison, on peut très bien lui faire apprendre un poème par la lecture. On peut lui faire apprendre un poème en l'ayant enregistré, nous, en tant que parents, et en lui disant, bah, essaye de l'apprendre avec ma voix que tu écoutes sur, j'allais dire, un dictaphone aujourd'hui, sur un téléphone ou des choses dans ce genre. On peut essayer d'être imaginatif avec des outils comme cela. Mais c'est pas forcément évident. C'est la diversité des intelligences que l'on rencontre à l'école qui permet de développer d'ouvrir toutes ces intelligences chez n'importe quel élève, parce qu'elles existent même s'il y a une préférence pour telle ou telle. Mais elles existent chez tout le monde. Merci beaucoup, Charles, pour toutes ces explications. Sincèrement, j'ai beaucoup d'autres questions, mais je vais laisser la parole à nos chers participants. En tout cas, merci beaucoup de ton partage, votre partage au sein de l'Association de Lumière française. Chers auditeurs, au sein du Facebook, nous allons basculer vers Zoom. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous au sein de l'Association de Lumière française, à participer aussi à nos événements, que ce soit en présentiel ou à distance, comme c'est le cas via Zoom. En tout cas, on tient à vous remercier chaleureusement de votre participation au sein Facebook. Donc, on va partir maintenant
à Zoom. À très bientôt, chers auditeurs, sur Facebook. Au revoir. Donc voilà, on a arrêté le partage au niveau de Facebook. On va continuer ici à Zoom. Je vais donner la parole à nos chers participants. Il y a avec nous, il y a Hamed Zarah. Monsieur Hamed, vous avez une question ou une intervention par rapport à ce que Charles a dit tout à l'heure. Juste activer le son peut-être pour les personnes. Bonjour, bonsoir à tout le monde, si vous m'entendez bien. Oui, Oui, oui. Allô, allô, tout va oui, on bien? vous entend très très Oui, bien, ok, ça merci. marche. Oui. Merci beaucoup, merci Monsieur Charles pour ces idées que vous avez partagées avec nous, tous ces conseils et consignes. Bon, ma question, je vais essayer d'être bref, c'est que nous, en tant que parents, ou bien apprentissage, ou bien que parents, ou bien que nous-mêmes, on doit apprendre, on est confronté à pas mal de soucis avec certains élèves, ou bien entre si on peut dire, c'est le conflit intergénérationnel. Nous, on avait une méthode de formation classique, si on peut dire. On apprend via les livres, via les profs, via l'école et tout. Maintenant, on a un obstacle qui s'appelle le support informatique. Ce support informatique, surtout que je vois ça avec mes propres enfants, j'ai deux enfants, un qui est au bac, l'autre il est au brevet, et, et la remarque de tous les parents presque, que la plupart de nos élèves sont attachés à ces supports informatiques. Quand je dis support informatique, je dis tout ce qui est intelligence artificielle, le chat GPT, les jeux virtuels, les JV en ligne et tout. Donc, comment profiter de ce système, de cette de ces nouveaux outils d'apprentissage, si on peut dire, ou bien des outils informatiques mis à disposition à nos élèves et à nos jeunes, pour euh, utiliser ces nouveaux moyens d'apprentissage, de connaissances et tout, sans les forcer et sans créer un milieu de stress pour les élèves. Et j'espère que j'étais un peu clair pour ma question. Merci beaucoup à tout le monde. Alors, merci pour la question. C'est une question qui est vraiment très intéressante et d'ailleurs qui fait un petit peu le lien à ce que je disais tout à l'heure où on aurait vraiment aussi besoin de faire des enseignements sur l'intelligence artificielle à nos élèves. Alors, un premier point déjà, on ne demande pas systématiquement et loin de là à nos élèves, en tout cas avant le baccalauréat, de travailler énormément sur les ordinateurs. Ça, c'est un petit peu aussi des prétextes des enfants. On n'est pas dupes, hein, qui disent, bon ben voilà, si j'ai une recherche à faire sur l'ordinateur, j'ai tel ou tel truc pour en profiter, pour se servir de l'outil un petit peu autrement. Euh, on parlait de l'intelligence artificielle et de ChatGPT. Euh, je ne sais pas si je suis non conformiste, non conventionnel ou je sais trop quoi, mais moi je l'ai fait travailler justement avec ChatGPT ou d'autres intelligences artificielles euh, pour leur apprendre. Et souvent, ce que je fais pour leur faire découvrir ça, c'est que je pose des questions qui sont assez ciblées, euh, où je sais que ChatGPT ne répondra pas. Parce que il n'apportera pas forcément de fausses réponses, mais il apportera des informations, mais qui ne sont pas dans le cadre de la question ou de la problématique qui est posée. Pourquoi je dis ça? Parce que ce qui est très intéressant, c'est de travailler avec les élèves ou de travailler les parents avec les enfants. S'ils veulent se servir de l'informatique, il faut être avec eux parce qu'ils ne savent pas vraiment s'en servir. Aujourd'hui, ChatGPT, je vais lui demander une dissertation, il va me faire la dissertation. Je vais lui demander un problème de mathématiques, il va faire le problème de mathématiques. Surtout qu'il y a d'autres outils que ChatGPT qui sont spécialisés pour les maths, d'autres pour la dissertation, cursive, etc., ou des choses dans ce genre-là. Ce qui est intéressant, c'est de leur faire comprendre que c'est une énorme bibliothèque qu'on a à la disposition dans un tout petit appareil et que cette bibliothèque va avoir tout un tas d'informations partout. Et il faut leur apprendre à traiter cette information.
C'est-à-dire, c'est comme si moi, au lieu d'aller en bibliothèque et de passer 1 heure, 2 heures à faire mes recherches et puis tomber sur les bons livres et puis trouver les bonnes informations et m'en servir pour répondre à ma dissertation, à ma problématique, à mon problème de mathématiques ou je ne sais trop quoi, il faut maintenant, aujourd'hui, en une fraction de seconde, on a tout un tas de réponses. Alors, on peut avoir des résolutions de problèmes mathématiques qui sont intéressants, qui sont même déjà tout faits, mais sur des problématiques un peu plus compliquées, c'est pas forcément évident. Quoi qu'il en soit, c'est être avec l'enfant et lui demander justement de se l'approprier. Alors, si c'est un problème mathématique qui est directement 100% résolu, demander à l'enfant de le restituer avec ses propres mots, juste à l'oral, en oralisation, même s'il a déjà écrit sur sa feuille. Mais s'il a été capable de le redire avec ses propres mots et de le réexpliquer, ça veut dire que l'apprentissage, il a eu lieu. Donc, ça a été bénéfique. Après, quand on est sur des travaux de recherche qui sont sur des problématiques un peu plus compliquées ou des dissertations, lui demander de tirer les informations et les arguments dont il en aura besoin pour pouvoir répondre à une problématique, à un commentaire argumenté, à une dissertation ou à n'importe quoi d'autre. Mais qu'il ait cette conscience qu'il a en fait entre les mains une méga bibliothèque qui est capable de lui apporter des informations en un claquement de doigts. Mais surtout que ça passe par la suite, par sa main, par sa parole, par son cerveau. Mais s'il n'est fait, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est du copier-coller. Voilà. Mais si on lui impose à l'école, comme à la maison, de le réécrire ou de l'oraliser ou de le réexpliquer, à partir de ce moment-là, il va comprendre les limites de l'intelligence artificielle, il va comprendre le formidable outil que ça peut être et il aura ancré ces nouvelles notions qu'il aura pu aller rechercher. Donc vraiment, on est dans l'action. Le cerveau apprend par l'action. ChatGPT ou l'intelligence artificielle a tendance à couper l'action. Donc on en est conscient, on le sait. Donc peu importe que j'aille en bibliothèque, que je recherche par une intelligence artificielle ou autre, par rapport à l'outil informatique, par rapport à un moteur de recherche, je suis acteur après de ce que j'ai pu trouver. Vraiment. Je l'écris, comme je disais tout à l'heure, je peux en faire des jeux, je le chante, je le dessine, mais en tout cas, ou j'en fais une carte mentale, mais ça doit vraiment passer par la main, par le cerveau, par l'oralisation, par la verbalisation. Merci, merci beaucoup, Charles Michou, pour ce partage. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions au niveau de nos participants. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des suggestions peut-être? Nous avons Sheima Khalil, oui, Sheima Khalil, à vous la parole. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, on Oui, entend. Salut avec ça. plaisir. Donc là, bonsoir à tous. Je vous remercie infiniment pour cette conférence précieuse. Franchement, je ne savais pas qu'il y avait cette conférence et quand j'ai entré, donc là, j'ai vu la vidéo que Monsieur Charles a partagée et vraiment, ça m'a touchée, notamment lorsqu'un des élèves a dit je peux t'entendre même si je ne te vois pas. Et aujourd'hui même, j'ai demandé à mes élèves de prêter attention à mes explications et de ne pas regarder ailleurs. Et je me demande, est-ce qu'on doit dire ça aux élèves ou pas? Et en fait, même j'ai un élève, parce que moi, donc là, je suis enseignante français, et parce que j'ai fait l'enseignement, c'est vraiment par amour, mais, même si c'est pas mon domaine du tout. Donc là, mon carrière, c'est loin de l'enseignement. Et je me demande, est-ce qu'il faut vraiment ne pas dire aux enfants, donc là, il faut me regarder lorsque je vous explique la leçon. Et en fait, j'ai une autre question, c'est que j'ai un autre élève, je galère avec lui.
il ne voulait plus donc là me suivre, même si j'ai fait plusieurs méthodes avec lui. Ah, Franchement, je pense qu'il s'ennuie, même si moi, donc là, normalement, je fais des activités avec mes élèves et tout ça, mais je ne sais pas comment faire pour que je puisse l'aider à aimer la matière, même si donc là, je crois que mes élèves m'aiment beaucoup, mais lui, je ne sais pas comment faire. Même j'ai demandé donc là de rencontrer ses parents pour savoir est-ce qu'il y a un problème, parce qu'à chaque fois, il regarde ailleurs, il n'arrive pas à me suivre. C'est comme s'il ne s'intéresse à rien faire. Donc là, et merci infiniment. Donc là, je suis très contente de participer avec vous. Et en fait, ça ferait un très grand plaisir que je reçois des conseils de la part de Monsieur Charles. bah, écoutez, merci pour la question. Alors, par rapport à cette première question, vaut mieux éviter de. Alors, ça dépend des âges des élèves, ça dépend de l'ambiance de la classe, mais vaut mieux éviter, entre guillemets, de stigmatiser un élève en disant tu m'écoutes pas ou écoute-moi, regarde-moi ou des choses dans ce genre-là. Parce que là, encore une fois, on va jouer sur les émotions. Il peut y avoir une mauvaise perception des choses dans ce genre. Bien sûr, il y a des limites hein, dans l'attitude. Et puis, il y a tout aussi un savoir-vivre. Ça s'apprend à l'école. Hein, quand je disais, moi, j'aime bien laisser mes élèves un petit peu libres, bouger ou des choses dans ce genre-là. Après, derrière, il faut que ça soit quand même relativement structuré. Je- j'ai été, j'ai été confronté un petit peu à la même chose quand j'ai commencé les neurosciences. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on me raconte? Un élève, il ne me regarde pas, il n'écoute pas. Il y a vraiment ce témoignage. La meilleure chose, c'est essayer de l'impliquer, pas de lui dire, bah, tiens, répète-moi ce que je viens de dire, mais d'essayer de lui demander, bah, essaye de me reformuler un petit peu comment tu as ressenti, comment tu as compris ce que je viens de dire, ou des choses dans ce genre-là. L'inviter à participer, encore une fois, à restituer ou à poser une question, est-ce que tu as bien tout compris ou des choses dans ce genre-là, sans lui dire éventuellement non, il faut être assis à droite, en face du professeur, bien écouter ou des choses dans ce genre-là. Nous-mêmes, professeurs, on a nos moments de distraction, on a plein de distracteurs. Et quand bien même on aurait une distraction qui nous aurait empêché d'entendre quelque chose, est-ce qu'on a raté tout le cours? Est-ce qu'un élève a raté tout le cours parce qu'il y a un moment ou un autre, il a une distraction? Déjà, ça, à la base, il faut se dire que non. On fait passer quoi? Quand on est alors à l'université, dans les grandes écoles, c'est un petit peu différent, mais on va dire on fait passer en une heure deux nouvelles notions, trois nouvelles notions quand on est au baccalauréat, vraiment sur des cours de 2 heures. Après, derrière, cette notion, on va la répéter de plein de façons différentes. Donc, il peut y avoir un moment où l'élève, effectivement, il est réellement distrait, mais il y a d'autres moments où il est vraiment attentif. Euh, moi, là, je suis en train de vous parler. Je sais que j'ai un défaut, entre guillemets. Je regarde pas forcément la caméra. En fait, je regarde dans le vide et je regarde tout ce qu'il y a autour de moi. Je peux regarder les interlocuteurs, mais pas forcément. Ce qui veut dire que, à la rigueur, j'ai un regard. C'est pas un regard qui est fuyant, c'est que je sais pas, je regarde peut-être qu'il y a une inspiration à droite, à gauche, je n'en sais rien. Mais ça peut paraître comme étant une attitude où je suis pas forcément là, où je suis pas forcément avec vous. Pourtant, je le suis. Et l'élève en face, on a l'impression que des fois, il n'est pas avec nous. Et pourtant, il l'est. Donc, la meilleure façon, on lui fait peut-être la remarque si on sent que effectivement il est distrait, mais ça au bout d'un moment quand on connaît nos élèves, au bout d'un mois, 2 mois et qu'on les connaît bien, on sait que effectivement c'est un élève qui est distrait, qui suit pas. Mais et là effectivement on va lui dire bon ben voilà, mais plutôt dans le sens mets-toi à l'action, sors ton livre, essaye d'écrire ce que je suis en train de dire, essaye de faire une carte mentale, essaye de prendre note ou des choses dans ce genre-là, ne serait-ce que des mots. Sinon, l'inviter à, comme je disais tout à l'heure, restituer un petit peu. Alors, par rapport à la deuxième question, où on aurait un élève, on en a tous, malheureusement. On n'a jamais 100% de réussite. Il y aura toujours un élève où, je ne sais pas quelle matière vous enseignez, mais où français, c'est ça? Français. Oui, voilà. Français, quatrième année, cinquième année. Primaire. Voilà. On aura toujours un élève qui ne sera pas intéressé par telle ou telle matière. Ça, malheureusement. Donc, effectivement, essayez de voir, il y a peut-être un problème, c'est peut-être un problème passager aussi. Hein. Donc, essayez de voir avec la famille, comme vous dites.
Après, comment l'intéresser? Ben, encore une fois, ce qui permet à un élève d'être le plus intéressé possible à un cours, c'est toujours être dans l'action. Alors, vous me dites, vous n'arrivez pas à le mettre en activité. Il y a un moment, ça a coupé. C'est ce que vous expliquiez. Vous n'arrivez pas à le mettre en activité, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un refus total. Un refus total, exactement. Et est-ce que vous l'avez, est-ce que c'est quelqu'un qui s'exprime bien, facilement, des choses dans ce genre-là, à Non, l'oral? il ne s'exprime pas facilement, il ne s'exprime même pas. Et à Il te l'écrit? regarde comme ça. Lorsque tu lui dis donc là pourquoi tu ne suis pas, donc là dis-moi ce que tu as compris. Il te regarde comme ça, il dit rien. D'accord. Et à l'écrit, c'est pareil. Oui, à l'écrit c'est pareil. Alors, là, ça relève peut-être plus d'autres difficultés ou qu'il a eu auparavant ou de lacunes qu'il a pu avoir. Donc ça, c'est un petit peu complexe. Il faudrait voir avec les parents. C'est un cas peut-être un petit peu particulier. Mais après, la façon de voir, c'est essayer de lui demander, tiens, est-ce que tu es prêt à nous parler de quelque chose un jour en classe? Voilà, à tes camarades. Sous une forme, pas forcément de cours, mais de façon plus ou moins ludique ou des choses dans ce genre-là. Ou essayer en dehors de lui faire faire des activités, style du théâtre ou des choses dans ce genre-là. Voir s'il y a un déclic par rapport à ça. Moi, Mais je qu'il y a un problème en fait à la maison. Moi, j'en doute. C'est pour cette raison que j'ai ouais. demandé de rencontrer leurs parents. Donc ça peut être une autre dimension, ça peut être un autre souci, ça peut être quelque chose qui s'est mal passé auparavant et où il y a des lacunes, où il n'y a pas eu de travail à un moment ou à un autre, où il y a un problème passager. Donc Exactement. le mieux, c'est d'essayer de lui faire faire du français dans un autre cadre, dans le cadre du Et théâtre, par exemple. S'il y a des clubs de théâtre dans les écoles ou des choses dans ce genre-là, en dehors de la classe, le sortir de cette zone classe et avec quelques camarades, monter une pièce de théâtre, un projet comme ça, d'accord, par merci exemple. beaucoup. Et dites-moi Mais je s'il vous vous en plaît, prie. lorsque j'explique la leçon, les élèves, il y a des élèves qui sont en train de dessiner. Est-ce qu'il y aura la possibilité donc là de dessiner et en même temps de comprendre la leçon? Parce que moi j'ai dit non. Donc là, ramasser donc là les dessins. Et à chaque fois, donc là, je vois qu'il y a des élèves qui dessinent. En fait, faut essayer de savoir si c'est un amusement, un jeu qui est complètement à côté du cours, ou bien si c'est un réflexe. Moi, je dessinais toujours en cours, quels que soient les cours dans lesquels j'étais. Je dessinais tout le temps. Je griffonnais sur ma feuille de papier, j'avais besoin de dessiner. Il y en a d'autres, ils vont jongler avec leur stylo. Il y en a d'autres, ils vont retirer leurs lunettes, mettre leurs lunettes, etc. Donc ça, c'est pas grave, mais faut essayer d'avoir cette perception. Est-ce que c'est un jeu? Est-ce que je retire mes lunettes pour distraire mes camarades, ou etc. Ou alors est-ce que c'est un réflexe complètement inconscient que je peux avoir? Après, il y en a, ils vont dessiner, ils vont montrer leur dessin à leurs camarades. On sait très bien que c'est pour s'amuser. Mais après, s'il dessine et qu'en même temps il prend le cours, pour moi, c'est pas un problème. Moi, mes livres du collège jusqu'à l'université, ils étaient bourrés, bourrés, bourrés de dessins. Je suis un mauvais dessinateur, mais j'avais besoin de dessiner. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci, merci Sheima pour votre question. Donc, peut-être je vais. Il y a Monsieur Ahmed Zara qui veut peut-être demander une autre question. Monsieur Ahmed, à part s'il y a d'autres personnes aussi qui veulent aussi, ils ont des questions ou une intervention avant de conclure cette rencontre. Ah oui, il y a Bassem, il y a... Ok, bah, super. Ben, je donne, si vous permettez, Monsieur Ahmed, je donne la parole aux autres et par la suite, je reviens vers vous. Je donne la parole à bon, iPhone, je ne sais pas c'est qui derrière. Oui, salut tout le monde. Salam alaikum. C'est Bonjour. Aïcha. Ah, Nana Aïcha, ça va? Vous allez bien? Alhamdulillah, tout va bien, alhamdulillah. Vas-y. Merci beaucoup pour cette très belle conférence. Merci beaucoup, Monsieur Charles. Euh, alors, je me suis attirée par une expression. Vous avez dit que l'apprentissage est lié par les émotions. Et pour moi, j'ai passé une expérience avec des enfants dans un espace Montessori.
et j'ai découvert, j'ai appris beaucoup de choses au niveau de l'apprentissage, comme le rôle des émotions dans l'apprentissage. Et c'est d'ailleurs le principe Montessori. La méthode insiste sur un environnement émotionnel sécurisé où l'enfant se sent respecté et soutenu, ce qui favorise l'apprentissage. Euh, et aussi au niveau de neurosciences, les émotions jouent un rôle crucial dans l'apprentissage. Un environnement émotionnel positif stimule l'amygdala et l'hippocampe, ce qui améliore la mémoire et l'engagement. Je vois, Anna, je souhaite que cette méthode arrive à toutes les écoles, même dans euh, chez les parents, dans les maisons. Yani. Ça veut dire, je veux voir cette méthode dans tous les coins parce que c'est une méthode qui est scientifique, bien sûr, et, euh, et arrive à améliorer l'apprentissage à un point qui est magnifique. Je veux juste voir votre point de vue et merci encore une fois. Non, non, c'est un point de vue que je partage énormément et en plus de favoriser les apprentissages, ça favorise l'imagination. Ce dont parlait Albert Jacquard, là, ce que j'évoquais au début de la conférence, justement, cette non-imagination qu'il y avait dans des enseignements un petit peu traditionnels ou conventionnels ou conformistes, comme il le dit de ses propres mots. Je crois qu'il emploie le terme de conformisme. Non, non, moi, c'est mon souhait. Et personnellement, d'ailleurs, si je me suis intéressé aux neurosciences, c'est parce que j'étais vraiment déçu de ce désespoir parfois, cette non-motivation que pouvaient avoir les élèves, ce désintéressement, euh, parce qu'on ne leur montre pas le plaisir qu'il peut y avoir dans telle ou telle matière. On ne leur permet pas de découvrir par eux-mêmes qu'il peut y avoir un plaisir en français, en maths, en sciences physiques, en langue ou des choses dans ce genre-là. Non, non, ce qui se passe un petit peu, c'est que Montessori, c'est un peu plus compliqué à mettre en place des fois par rapport à. Enfin, ils sont plus sur la petite enfance. Euh, et puis ce que je disais aussi tout à l'heure, moi je suis complètement favorable, hein, c'est ce que je veux, mais on a des contraintes un petit peu architecturales dans toute école, même Montessori se retrouve un petit peu confronté à ça. Mais mettre l'élève au acteur au centre de son apprentissage, au centre de ses émotions, au centre de son imagination, c'est l'idéal. C'est vraiment l'idéal. Moi, comme je vous dis, qu'est-ce que j'aimerais faire court dans mon salon? Comment on enseignait autrefois? On enseignait oralement, on avait des grands philosophes scientifiques qui étaient sur l'agora, sur la place publique, et on avait tous les élèves qui étaient autour. C'est c'est une mise en scène, c'est un théâtre. Aujourd'hui, on a transformé le théâtre dans un cube carré avec une estrade, un tableau, un bureau devant et des élèves qui sont assis derrière des tables qui peuvent être attentifs, mais pour lesquels, au bout d'un moment, on va les barber. Il y a un moment, excusez-moi l'expression, mais ils vont décrocher. Ils vont décrocher. Donc, vraiment, il faut vraiment rendre l'élève et l'enfant, même à la maison, acteurs. C'est pour ça les conseils que je donnais tout à l'heure, rendez vos enfants acteurs de leur apprentissage. Faites-les jouer, faites-leur. J'ai eu la chance, pardon, je vais parler un petit peu de mon expérience. J'apprenais les fables de La Fontaine avec mon père et on les scénarisait. Le loup et l'agneau, on mettait des couvertures de lit avec voilà, et puis c'était l'agneau, l'autre, c'était une couverture d'un autre côté, ou une laine qui mettait sur son truc. Et on scénarisait tout ça. C'était un jeu, et j'ai appris cette fable de La Fontaine, j'en ai encore souvenir. Comme ça, le corbeau et le renard, on descendait dans le frigo, on prenait un fromage et on s'amusait à se percher sur une chaise, sur une table, et on apprenait comme ça.
c'est la meilleure des méthodes parce que si je vous en parle encore aujourd'hui, c'est que je m'en souviens. Donc, ça m'a marqué et je suis capable de le réciter par cœur et non pas en restant assis avec un livre devant les yeux. Et puis, pourquoi apprendre avec un livre? Pourquoi pas apprendre avec un audio? Pourquoi pas apprendre en scénarisant des choses de ce genre? Non, je partage complètement votre point de vue. Comme je disais tout à l'heure, c'est un petit peu une utopie parce que malheureusement, dans le milieu de l'enseignement, il y a beaucoup de professeurs qui restent conformistes. On peut le comprendre parce qu'ils ont une carrière qui est assez longue au bout d'un moment. On n'a pas forcément non plus des élèves qui sont faciles. Et on rentre dans le piège en se disant, oui, mais bon, il faut passer par la discipline, par ci, par ça. Donc, on contraint les élèves dans un cadre. Non. Libérez vos élèves et vous verrez qu'ils sont beaucoup plus sages, beaucoup plus attentifs, beaucoup plus respectueux. Déjà parce qu'ils vont aimer ce qu'ils vont faire et donc ils vont respecter déjà l'enseignement, l'enseignant et l'enseignement. Donc non, non, je suis 100% d'accord avec vous. Après, derrière, les neurosciences évoluent tellement aujourd'hui qu'on va, je pense, encore même découvrir des choses nouvelles sur les fonctionnements du cerveau qui nous permettront d'être encore plus à l'aise là-dedans. Mais merci pour la question parce que ça fait plaisir d'avoir des témoignages comme ça. Merci Charles, merci Aïcha pour votre question. Je vais donner, avant de donner la parole à Bassim Belkhelia, par la suite à Hamed Zara, ils ont toujours des questions. N'hésitez pas à suivre, voilà, juste je fais peu de pub par rapport à notre page Facebook de l'Association de Lumière Française. N'hésitez pas à suivre la page Facebook de l'association où il y a pas mal d'activités, pas mal de publications intéressantes. N'hésitez pas à partager le live de Monsieur Charles Michou sur la neuroscience en enseignement. C'est hyper intéressant, très intéressant. Il y a un partage d'une valeur incroyable. Ça va servir les parents, ça va servir les enfants, les élèves, tout le monde. N'hésitez pas à partager et aussi à partager par la suite. On va publier bien sûr cette rencontre au niveau aussi de notre chaîne YouTube de l'Association de Lumière Française. N'hésitez pas aussi à partager. Je vais la partager dans le groupe WhatsApp. Donc voilà, un peu de promotion. Ça fera du bien à la communauté, ça fera du bien à la science, aux connaissances, aussi à la neuroscience. Ça rime bien. Je sais que ça aime bien. Donc je donne la parole à Bassim Belkhiria et par la suite à Hamed Zara. Bonsoir à tous. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier tous ceux qui étaient présents et surtout à Monsieur Charles Michou pour cette excellente présentation et surtout, c'était vraiment un cours sur la neuroscience. C'est une science très importante de nos jours, surtout que, disons que cette nouvelle génération high-tech rencontre pas mal disons, de problématiques et d'outils. Vous avez parlé effectivement de tout ce qui est ChatGPT, tout ce qui est intelligence artificielle. Et il y a également les réseaux sociaux. Ça veut dire que les réseaux sociaux jouent un rôle malheureusement très... bon, nous, heureusement, on l'utilise pour de bonnes fins. Néanmoins, derrière, les adolescents, et je sais de quoi j'en parle, en fait, ils sont toujours dans une situation de comparaison, ils se comparent aux autres. Donc, ils sont en phase de construction de leur personnalité. Ils sont en confrontation avec leurs parents. Il y a un bras de fer toujours qui est en place, à l'école aussi. Donc, comment en fait protéger, si on peut dire ça, hein, protéger les enfants par rapport à ces attaques exogènes, disons, des réseaux sociaux, qui font que, pas seulement pour les adolescents, hein, même les adultes, c'est-à-dire, ces réseaux sociaux, en fait, on est constamment en comparaison avec les autres. On croit que les autres, ils sont heureux. En fait, ils ne le sont pas. Ou ils le sont, mais pas autant que ce qu'ils partagent. Donc ça, je crois que je ne sais pas ce que vous en pensez déjà
par rapport aux élèves, pas aux écoliers, mais surtout les collégiens. Ça commence au collège. Comment c'est traité? Euh, voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus. Et je tiens à vous remercier encore une fois parce que c'était vraiment très enrichissant. Et bon, moi j'ai grandi en me disant regarde-moi dans les yeux, hein. Donc malheureusement c'est un mimétisme. Donc pour moi en fait voilà, il faut être assis droit sur son bureau et voilà et concentré et ni bouger ni droite ni à gauche. Donc vous m'avez permis en fait de revoir tout ça et merci encore. Voilà, merci Monsieur Michaud pour cette présentation. Non, mais merci à vous d'avoir ces échanges-là et puis ces questions qui sont très constructives, là, justement. Oui, les réseaux sociaux, c'est un vrai problème, hein. Alors, c'est à la fois quelque chose de formidable, là, comme ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, justement, c'est un magnifique outil d'échange, mais comme tous nouveaux outils, faut ce temps un petit peu d'adaptation et puis apprendre à s'en servir très, très, très bien. Moi, j'ai une réponse qui est relativement simple, c'est que normalement, le téléphone, par exemple, portable, est interdit au collège. Il y a eu cette résolution qui a été prise il y a quelques années, et pour cause, alors je sais j'ai connu un neuroscientifique qui nous a fait une conférence une fois en disant c'est formidable, l'écran, etc. Les gamins, il faut les former par l'écran, c'est pas dangereux, etc., etc. Bon, c'était un petit peu l'intrus dans cette équipe de chercheurs. À la base, pas d'écran avant 2 ans, 3 ans. Vraiment zéro. Tout de suite, il a un attrait. On le voit, hein. L'enfant, il saute tout de suite sur cette lumière, en fait. Il ne sait pas ce que c'est. Il est attiré par cette porte un petit peu infernale, si vous permettez. C'est mon point de vue, mais bon, voilà. Après, l'utilisation des réseaux sociaux, ça doit être encadré, ça doit être suivi. Alors déjà, dans un premier temps, c'est un rôle de l'État. Alors, ce que l'État a fait, justement, c'est qu'il l'a interdit dans le système français avant. Normalement, de toute façon, si on n'a pas 16 ans ou je ne sais plus trop quel âge, on ne peut pas être sur tel ou tel réseau social. C'est interdit dans les collèges. Euh, et puis, encore une fois, c'est un outil qui peut être formidable, mais ça nécessite, là, pour le coup, un apprentissage dans son utilisation. Euh, c'est bourré de dérives. C'est un rideau derrière lequel on peut se cacher et puis sortir les plus grosses obscénités, les plus grosses insultes en disant je suis anonyme, etc. Et l'école malheureusement continue sur les réseaux sociaux une fois que les enfants rentrent à la maison. Il y a toujours eu le camarade de classe qui s'est fait moquer de lui un petit peu ou des choses dans ce genre-là, mais ça s'arrêtait entre guillemets à l'école. Aujourd'hui, le problème c'est que ça continue. Donc là, encore une fois, bien sûr, il faut que les enfants aient accès aux écrans petit à petit, puisque c'est un outil avec lequel on vit aujourd'hui, avec lequel on travaille, avec lequel on échange. Un outil qui peut être très, très constructif. On est en train de le vivre ce soir. Mais tant qu'on est avec un enfant qui est adolescent, moi, je suis pas pour lui permettre de s'abonner à un réseau social. Et après, derrière, si il veut être sur le téléphone, sur des réseaux ou des choses dans ce genre-là, avec un ordinateur où les parents sont derrière et ont une vision un petit peu une espèce de surveillance de ce de ce que font leurs enfants. Et là, moi, ce qui m'inquiète un petit peu aujourd'hui, c'est malheureusement vers là où on va avec ce qui se passe aux États-Unis, avec X, avec Facebook, avec WhatsApp, qui sont de plus en plus à dire, bon, ben maintenant, on s'en moque complètement de ce que peut dire l'Europe ou de ce que peuvent dire certains pays. On ne va pas forcément superviser tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est une question de déontologie. À partir du moment où on met en place un outil comme celui-là, il faut des modérateurs. Donc, c'est déjà de la responsabilité de ceux qui sont en possession de ces outils-là. C'est la responsabilité des États, mais ça se développe à une tellement grande vitesse et avec un tellement grand nombre de participants, entre guillemets, que c'est hyper compliqué à maîtriser. Donc, la première barrière
c'est nous, à la maison, à dire non, stop. Les laisser en disant aujourd'hui, OK, c'est bon, tu peux avoir le téléphone le week-end ou je sais pas quoi, ou une demi-heure, une heure par jour, pas plus, pour faire des petits jeux ou des choses dans ce genre-là. Mais une fois que le travail est fait, une fois que les activités sont faites ou des choses dans ce genre-là. Après, derrière, si c'est un enfant qui fait du foot, qui fait de la musique, qui fait du théâtre, et puis qui après va sur son téléphone, c'est complémentaire. Mais malheureusement, combien d'enfants sont exclusivement là-dessus et qui ils font du foot via leur téléphone, entre guillemets, hein, si je peux caricaturer. Mais j'avoue que je suis un petit peu inquiet. Je le vois, hein, les problèmes de harcèlement à l'école qui continuent en dehors du lycée, en dehors du collège même, et c'est plus au niveau du collège qu'il y a des problèmes qu'au niveau du lycée. Euh, Par la suite, c'est cette bienveillance que nous, on doit avoir, et puis j'espère que il y ait de plus en plus de modérateurs qui soient imposés au sein de tous ces réseaux sociaux-là et que l'État mette un petit peu le haut là et qu'il puisse y avoir des comités de censure pour certains sites ou des choses dans ce genre-là, pour certaines, pour certains comptes qui peuvent être ouverts et qui peuvent être problématiques. Merci. Merci beaucoup. C'était clair, Monsieur Michaud. Merci encore pour cette conférence. Merci à vous. Merci, Charles. Merci. Si, Oui, une dernière question de M. Hamid et par la suite, peut-être, ou bien sûr, si vous avez des questions, je ne sais pas, pour vous, Charles, si vous avez un peu de temps, il n'y a pas de souci, mais allez, on va dire une dernière question de M. Hamid et par la suite, on essaie. Allez, et deux questions. Deux questions de Sheyma. On a du succès par rapport à cette conférence. Je le savais. Je sais qu'il y aura du succès. C'est une bonne chose. Donc, suivez-nous dans les conférences Lumière. Merci à tout le monde d'être présent, de nous avoir honoré de votre présence aujourd'hui à cette conférence. Allez, a monsieur. priori, il y a même une question écrite, a priori. Effectivement, attends. Ah oui, on va commencer avec cette question écrite de Madame Rabia. Il dit, quel est l'impact du sommeil, de l'alimentation ou de l'exercice physique sur l'apprentissage des enfants? Ah, très bonne question. Alors, je vais essayer d'être bref parce que c'est une énorme question. Fondamentale. Sommeil fondamental. On dit qu'on apprend pendant le sommeil, c'est pas vrai, hein. On n'apprend pas pendant le sommeil, mais on permet au cerveau de se reposer. En fait, c'est un peu plus complexe que ça. On est sur ce qu'on appelle un cycle circadien, c'est-à-dire que le cycle pardon, de la journée, qui dure d'ailleurs pas vraiment 24 heures, le cycle circadien, il est un peu plus de 24 heures, il est entre 24 et 25 heures. C'est un cycle pendant lequel on doit avoir des phases qui sont plus actives et des phases beaucoup plus de repos, entre guillemets. Le sommeil en fait partie. On a besoin, un cerveau fatigué ne va pas laisser ses neurones se déconnecter et organiser et ancrer des apprentissages. Pour résumer, globalement, c'est ça qui va se passer. C'est-à-dire que vos neurones, s'ils sont en permanence sollicités parce que vous êtes en éveil, vous n'y arriverez pas et il ne va pas, entre guillemets, ranger dans des cases, hein, si je peux caricaturer, les apprentissages que vous avez pu avoir. C'est des histoires de mémoire à court terme, de mémoire à long terme. La transition entre la mémoire court terme et la mémoire à long terme, sans entrer dans des détails, ne va pas se faire. Au-delà de ça, il y a même ce qu'on appelle le réseau par défaut, qui est un moment dans la journée qui doit prendre à peu près 2 heures, pas consécutives, mais qui doit occuper 2 heures d'une journée d'éveil, pendant lequel le cerveau n'est pas sollicité à de la réflexion, à des apprentissages ou à des actions un petit peu qui permettent de réfléchir et de faire beaucoup de connexions neuronales. Ça, c'est très personnel, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a, c'est écouter de la musique, et écouter de la musique sans réfléchir sur la musique. Il y en a d'autres, c'est faire de la couture, du crochet. Il y en a d'autres, c'est dessiner tout et n'importe quoi. Il y en a d'autres, c'est faire du repassage, etc. Ça peut être plein d'activités dans lesquelles on laisse le repos au cerveau
même dans la phase d'éveil de la journée. C'est ce qu'on appelle le réseau par défaut. Ça peut être 10 minutes à un moment, 20 minutes à un autre moment, ou des choses dans ce genre-là. Donc, on a une rythmicité. Globalement, on va dire que normalement, le cerveau, il est actif entre 9h, 9h30, 10h jusqu'à 11h, 11h30. Après, on perd l'énergie. C'est un consommateur de glucose énorme. Il faut bien manger aussi. On mange bien le matin, on se réveille, on mange bien le matin, on donne de l'essence à notre corps, on donne de l'essence à notre cerveau. On va être très actif dans les périodes d'apprentissage vers 9h30, 10h, jusqu'à 11h, 11h30. Après arrive le moment où c'est notre cerveau-ventre, avec tous ces neurones, l'estomac est bourré de neurones, qui va nous appeler et qui va demander à ce qu'on se repose, qu'on arrête et qu'on ait besoin de manger. On a besoin d'essence. Après arrive la période de la sieste qui est fondamentale aussi. Pas forcément dormir, mais vraiment une période de 20 minutes, une demi-heure maximum pour éviter l'endormissement, où on a besoin aussi de laisser reposer le corps, le cerveau et le corps, pour pouvoir repartir vers des apprentissages où on est vraiment, le cerveau peut être très sollicité entre, on va dire, 14h30, 15h jusqu'à 17h. Et puis après, à nouveau besoin d'une pause. Alors ça peut être le réseau par défaut, on fait ce qu'on veut, on va courir, on va, etc., etc. Et puis, on a besoin de travailler éventuellement parce qu'on est étudiant, mais se coucher à 2h, 3h du matin parce qu'on n'a pas fini une dissertation ou tel travail, c'est comme si vous demandiez à un coureur de marathon de faire 42 km alors que la veille, il s'est entraîné en faisant 42 km. Il ne fera pas de pas. Il y a un moment où le cerveau, il peut faire un burn-out, il n'en pourra plus de faire de l'anglais, il n'en pourra plus de faire des maths, il n'en pourra plus de faire de la physique, SVT ou autre chose. Donc, très, très, très important de respecter ce cycle, faire du sport, faire d'autres activités pour que le corps ne soit pas sollicité que au niveau d'une réflexion cérébrale, mais que la culture physique, l'entretien physique permettent justement comme disait Rabelais, ce qu'il avait repris des Grecs, mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. Donc faire du sport aussi, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Comme je disais en introduction, en souhaitant les vœux, je souhaitais la santé avant tout à tout le monde, parce que c'est la base de tout. Si derrière on n'a pas la santé, les émotions sont pas bonnes. Si les émotions sont pas bonnes, les apprentissages sont pas bons, etc. Et tout s'enchaîne. Par contre, si on a la santé, tout ce que l'on souhaite, tout ce que l'on veut, on a le moteur pour pouvoir y accéder, pour se donner les moyens d'y accéder à tous les vœux qu'on peut souhaiter. Donc, vraiment, très, très important, ces phases de sommeil, ces phases de sport, d'activités autres, d'activités qui demandent zéro réflexion, juste pour reposer et l'esprit et le corps, pour qu'à certains moments, ils soient vraiment, vraiment très, très, très actifs. Donc, le malheur, par contre, encore une fois, dans le conformisme scolaire dont parlait Albert Jacquard, il y a aussi ce problème-là, c'est que l'emploi du temps n'est du tout pas cadré dans le système français par rapport au cycle circadien, par rapport à ce cycle où le cerveau peut être sollicité et où le cerveau a besoin de se reposer. Je vais vous donner la meilleure preuve, c'est qu'aujourd'hui, je vais employer le terme de criminel, de faire lever nos enfants à 6h30, 7h du matin, les tirer par la main, les yeux qui ne sont pas encore ouverts, il fait déjà nuit et à 8h, ils sont à l'école. Et le soir, ils vont rentrer, il fait nuit à la maison. Pourquoi pas faire un emploi du temps été? Pourquoi pas faire un emploi du temps hiver? On se lève avant les poules. On se couche après les poules. Et entre les deux, on nous demande à un gamin de 5 ans, 6 ans, même aujourd'hui 2 ans, 3 ans. C'est criminel. Même nous, adultes, on a du mal. Même nous, adultes, on a du mal. Donc, j'espère que ça changera. On en a conscience, c'est déjà un très, très bon point. Après, c'est toute une société éducative à changer et c'est du travail, mais si on est dedans, c'est qu'on l'espère. Si on partage, c'est qu'on l'espère tous et qu'on sera, nous, acteurs ou en tout cas permettant à mettre
en place des futurs acteurs de ces éducations qui ont conscience de tout ce dont vous échangez sur le sommeil, le sport, etc., et tous les autres témoignages que vous avez pu apporter dans vos questionnements. Merci Charles, merci. Donc, je donne la parole à Hamid. Rebonsoir encore une fois. Ben, merci pour toutes ces explications, Monsieur Charles, et à vous, Monsieur Lanoir, pour me donner la parole. Je vais essayer d'être court. En fait, durant une petite période, certain temps, j'ai fait pas mal d'animations d'enfance dans les écoles primaires. Comme j'ai fait aussi des formations dans ce qu'on appelle les assistants scolaires individuels, les AVSI et ainsi de suite. Donc, j'ai constaté pendant cette expérience-là que euh, il y a deux méthodes d'apprentissage. Il y a la méthode verticale d'un enseignant, l'administration, les professeurs, et ils donnent des cours, des directives, faites ça, faites pas ça, et c'est comme ça. Et il y a la deuxième méthode, c'est la verticale, en essayant d'explorer, de faire un cours ensemble, enseignants et élèves. C'est comme un puzzle. Chaque élève fait partie, fait un puzzle de ce tableau, et à la fin, on sort avec une conclusion, avec une cour et tout. Mais les choses ont changé. Pourquoi? Comme on a exploré tout à l'heure, c'est l'interaction et l'intervention des réseaux sociaux, l'intelligence artificielle et les supports informatiques et tout. Il y a autre chose aussi que j'aime bien évoquer et partager mon petite expérience qui était très minime dans le domaine de l'apprentissage et de l'éducation par rapport à vous, à mes collègues et tout, que l'apprentissage, il passe mieux en jouant, en créant des jeux et des communications, comme a dit le professeur tout à l'heure, c'est essayer de scénariser ou faire même une mise en scène de l'information pour que l'apprentissage passe mieux. Maintenant, la question qui se pose, maintenant, Monsieur Michaud, que voyez-vous, comment voyez-vous l'éducation en général, l'éducation nationale en particulier, dans le monde de Metaverse, dans le monde de ce procès, de cette progression scientifique et virtuelle des outils supports informatiques et tout. Et merci beaucoup pour votre écoute. Je suis de caractère optimiste. J'ose espérer que on arrive à mettre tout ça en place. Ça doit passer par des formations pédagogiques des futurs enseignants complètement différentes. On est dans la formation des enseignants, on est sur le fait que j'enseigne de l'histoire-géographie, je dois être un historien géographe, ce qui est normal. Je dois être un physicien si j'enseigne de la physique, ce qui est normal. Mais on est dans ce modèle de attention, il faut que ça soit la maîtrise parfaite, il faut que je sois le plus grand professeur, le plus grand chercheur, etc. Et on oublie toute cette dimension pédagogique-là. Elle n'est pas enseignée, en tout cas dans le système français. Elle commence. Il y a eu des espèces de réformes qui ont essayé de tenter de mettre en place des cours de pédagogie, de didactique. Moi, j'ose espérer qu'on y arrive. Jusqu'à maintenant, je vais me confesser un petit peu, entre guillemets, mais dans les formations professionnelles que je rencontrais, il n'y avait rien qui m'intéressait. Chaque fois, je retrouvais des formations en physique, si, ça. Bon, j'y allais, ça me permettait de me remettre à la page, ça me permettait de voir des nouveaux trucs, d'échanger avec des collègues ou des choses dans ce genre-là. Mais j'avais une moindre motivation. Le jour où j'ai vu cette formation en neurosciences et que j'ai compris que c'était une vraie volonté de faire changer les choses, j'ai dit là, on y est. On y est. Cet enseignement vertical avec ces cours magistraux dont vous parliez tout à l'heure, que vous évoquiez, c'est obsolète. La société a changé, nos enfants, nos élèves ont changé. Même moi, depuis le début de ma carrière jusqu'à aujourd'hui, mes élèves de début de carrière à ceux que j'ai aujourd'hui ont complètement changé. Pourquoi? Parce que l'environnement, comme vous disiez, informatique, quand je démarrais, il n'y avait pas beaucoup. On était encore sur les papiers, sur les livres, et puis l'ordinateur est arrivé et des choses dans ce genre-là. Puis après, les réseaux sociaux. Ce qui fait que forcément, l'enfant est né avec un nouvel environnement de travail.
Donc, on est obligé de tout revoir, on est obligé de tout reconcevoir. Et on est obligé de former nos enfants pour la société. Qui doit imposer l'école? La société, et non pas l'école doit imposer la société. C'est ce que disait Albert Jacquard. C'est vraiment dans ce sens-là. Donc, moi, je suis optimiste puisqu'il y a cette prise de conscience aujourd'hui réelle. Il y a de plus en plus de laboratoires. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec Le Grain, qui est un peu un des pionniers, et en tout cas celui auquel a fait appel un petit peu l'éducation nationale pour essayer de, de, de voir un petit peu comment on pouvait faire évoluer la pédagogie et les apprentissages euh, pour nos élèves en formant les professeurs. On a eu la chance, nous, d'être une équipe assez nombreuse. Je sais qu'il y a d'autres régions aussi où il y en a quelques-uns. Après, c'est du tout pas encore homogène, c'est du tout pas encore tout à fait complètement répandu. Mais comme disait Anouar tout à l'heure, effectivement, quand on voit le modèle scandinave, finlandais, où eux, ils ont complètement conscience de ça, on a des enfants qui sont complètement épanouis. Alors, l'ancien système permettait de former, mais à son époque, des très grands chercheurs, des très grands professionnels dans tous les domaines. Mais aujourd'hui, je, je, il est temps de s'y mettre parce que je rencontre une certaine lassitude chez certains élèves et un désintérêt parce qu'on a des enseignements qui sont du tout pas à la page de l'environnement social dans lequel ils baignent. Cette prise de conscience, pour moi, c'est mon optimisme qui fait que j'espère que on va y aller. Et puis, des échanges comme on a ce soir, on est tous témoins et conscients de cette nécessité-là. À nous d'être des acteurs ou des motivateurs, je ne sais pas si on peut dire comme ça, d'acteurs pour pouvoir mettre en place toute cette nouvelle pédagogie, déjà au sein de notre famille, et puis essayer de témoigner de ça et puis de répondre au plus. Il faudra du temps, il faudra une bonne quinzaine, vingtaine d'années, hein, c'est fort possible. Mais on sera obligé d'y passer. Il faudra le faire. Merci beaucoup, Charles. Donc, je donne la parole à Sheima et par la suite à Bassim pour conclure. Vas-y, Sheima. Oui, merci bien. En fait, je voulais juste poser une autre question à Monsieur Charles. En fait, moi, lorsqu'un élève ne fait pas ses exercices ou bien il abuse trop donc là de faire bruit et de perturber donc là le cours, donc là je lui demande, je lui dis donc là que si l'autre, il y a des autres élèves qui font ces exercices et tout ça, donc là je lui demande, tu peux être comme lui, il n'y a aucune différence entre toi et lui, et tu peux même être meilleur que lui. Donc, et moi, le but, c'est juste de le faire motiver, donc là, pour faire plus d'efforts. Et je me demande, est-ce que ça ne rentre pas dans la comparaison, question psychique d'enfant? Est-ce qu'il faut faire ça ou pas? Moi, je dis pas que l'autre, il est meilleur que lui ou quoi que ce soit. Je lui dis juste seulement, donc là, que tu peux même être meilleur que lui. Tu peux, donc là, il n'y a pas de différence. Est-ce que c'est bien de faire ça avec l'enfant ou bien, donc là, à éviter? Et en fait, je voulais juste aussi partager avec vous donc là quelque chose qui m'a touchée et que j'ai pas aimé, parce que l'inspecteur est venu chez moi et a interdit aux élèves d'utiliser les couleurs. Je sais pas pourquoi, je fais la remarque. Normalement, les couleurs c'est bien pour les enfants et d'ailleurs donc là j'ai fait le mind mapping avec mes élèves. Elle a dit non, donc là il faut utiliser juste le bleu et le vert pour corriger. Et vraiment, donc là, il y a une élève, elle m'a dit, regarde maîtresse, mon cours avec les couleurs. Regarde, il y a de la vie. Et regarde le cours sans couleur, il y a vraiment de la mort. Vraiment, il a dit ça. Et vraiment, j'étais triste parce que c'est pas bien. Ben, je ne vais pas répondre, c'est l'élève qui a répondu. C'est vraiment l'élève qui a répondu. Après, bon, ben voilà, on est sur ces professionnels conformistes et qui, malheureusement,
Ils ont peut-être beaucoup de savoir, de connaissances et des choses dans ce genre-là, mais entre guillemets, ils sont conformistes et puis ils sont pas vraiment à la page. Mais c'est l'élève qui a répondu. C'est la vie. Et pour lui, la vie, c'est d'avoir un beau cahier dans lequel il aurait le plaisir de pouvoir se relire, de retravailler, et puis d'être fier, ne serait-ce même s'il ne retravaille pas, de le montrer à ses parents ou de le montrer à sa maîtresse, comme il vient comme vous le témoignez. Donc, voilà. Non, non, après, et puis derrière, par rapport à la première question, bien sûr que c'est pas de la comparaison que vous faites, c'est vraiment de la motivation. C'est motiver l'élève, l'encourager sans rentrer dans un esprit de compétition, mais l'encourager en disant vous êtes tous pareils, vous pouvez tous réussir. Si vous êtes tous là à ce niveau-là, c'est que vous avez la capacité d'y arriver. No, Donc non, non, au contraire, c'est de la motivation. Faut pas rentrer dans la comparaison en disant t'es meilleur, t'es moins bon, etc. Mais dans le style, tu peux y arriver aussi bien que lui, tu peux y arriver aussi bien que ton camarade. Et dans ce cas-là, même essayer de l'inviter en lui disant ben, va travailler avec ton camarade, vas-y. Oui. Allez échanger ensemble, travailler ensemble et essayer de faire des groupes hétérogènes. Alors, des fois, les enfants entre eux sont un petit peu, pas méchants, mais titillants, ou justement avec ce truc de ah, mais tu vois, moi j'y arrive, toi, tu n'as pas su répondre, des choses dans ce genre-là. Alors, des fois, ça reste une notion de jeu. Si ça dépasse un peu ça, c'est là où le professeur est un encadrant et un modérateur. Mais sinon, non, il faut toujours, tout le temps motiver les enfants. Nous-mêmes, adultes, bon, parce qu'on est adulte et puis qu'on a vécu, on sait parfois passer outre, mais qu'on n'a pas la motivation, on y va à reculons. Par contre, avec la motivation, on y arrive. Donc, et puis par rapport à l'inspecteur, franchement, la meilleure réponse, Ouais. bon, c'est pas facile, mais c'est de demander à l'élève, à l'enfant, ben, redis à l'inspecteur ce que tu m'as dit. Voilà, je ne sais pas pourquoi il faut utiliser que du bleu. Moi, je corrige pas mes copies en rouge, je corrige mes copies en vert. Alors au début, c'était des interrogations. Il y a des professeurs, il y a des parents qui étaient bouleversés. Ils disaient, mais le rouge, c'est le stylo du prof. Je dis, pourquoi je corrige en rouge? J'ai envie de corriger en vert, c'est joli. Voilà. Demain, Eh je ben, je vais corrigerai, le faire. Je vais voilà, le faire, hein. ou en rose, ou je sais pas quoi. En tout cas, ce qu'il faut, c'est que la correction soit constructive, c'est tout. Mais ce code couleur, c'est très conformiste, quoi. Merci bien. Merci, merci Clément, merci Charles. Donc, je Merci à donne la vous. parole à Bassim. Mm. Rebonsoir, merci de me redonner la permission de reposer une question. Encore une fois, merci. Un grand merci à Charles. Je voulais juste partager mon expérience. C'était avec les étudiants en Master 2. Donc, c'était mes étudiants il y a un an, avant que je déménage. Et en fait, sur toute cette promotion-là, j'ai voulu tester quelque chose qui était atypique. Bon, ça m'a été reproché par la suite. Mais en fait, vu que toute ma scolarité, j'ai fait face aux profs, comment dire, on dirait que c'était une séance de dictée. Ça veut dire qu'on passait vraiment toute la journée à écrire en fait ce que les profs nous dictaient en histoire géo, en français. Vraiment, on passait vraiment toutes les langues, toutes les matières, et même en mathématiques des fois, sauf faire des exercices. Donc, pour éviter ça, c'est que je passais les cours à la fin. À la fin, en fait, je leur envoyais par mail le cours. Donc, déjà, je leur disais 0 note, vraiment. Vous êtes là pour comprendre avant tout, pour assimiler. Et ceux qui sont là pour la note, ce que j'ai fait, c'est que la deuxième séance, je leur ai donné en fait, l'examen. Je leur ai dit, voilà l'examen. Si vous êtes là pour avoir une bonne note, il n'y a pas de problème. Voilà l'examen. Si vous êtes là pour la note, vous êtes les bienvenus. Si vous êtes là pour apprendre, là, c'est autre chose. Je vous reverrai la semaine prochaine. Et en fait, contrairement à ce que je m'y attendais, je me disais, bon, je vais avoir 2, 3, 4 étudiants.
il y avait que 2 absents, en fait, sur toute la promo. Donc, ça nous a permis d'avoir un échange qui va au-delà de la note. Au-delà de vraiment, voilà, si tu suis pas, si tu n'as pas assimilé, etc., voilà, tu vas avoir une mauvaise note, tu vas pas avoir ton master 2, tu pourras pas avoir un contrat pro derrière ou bien intégrer une boîte multinationale en tant qu'asset manager ou autre métier. Donc, voilà, c'était vraiment une nouvelle façon de se comporter en fait avec et surtout de travailler à l'horizontale. Vraiment, on est là pour apprendre. Moi, j'apprends de vos questions. J'essaie vraiment, des fois, vraiment, j'avais du mal à répondre. Donc, il fallait que je fasse des recherches derrière. Donc, il y avait cet échange-là qui était très constructif. Et depuis le début, on a écarté cette problématique de notes. Vraiment, il y a cette barrière-là. Elle a été mise à l'écart pour vraiment créer cette harmonie au sein de ma classe et surtout avec les étudiants qui, jusqu'à aujourd'hui, en fait, ils me contactent sur, voilà, sur LinkedIn et autres, ils m'appellent. Donc, voilà. Je voulais juste partager cette expérience, même si, bon, ça m'a été vraiment, mais vraiment reproché. Vous pouvez imaginer, c'était voilà, c'était Paris 12 sans la nommer, l'université Paris 12, et c'était vraiment très compliqué avec l'administration. Mais voilà, je ne regrette pas ce que j'ai fait et en tout cas, ils ont bien réussi leur Master 2. Voilà. Bah, merci et j'espère que en tout cas, le système évoluera dans le temps parce qu'aujourd'hui, on est en 2024 et la France est un grand pays qui a besoin en fait de faire renaître cette puissance intellectuelle et économique et philosophique. Et c'est pas avec une génération copier-coller qu'on va vraiment faire évoluer les esprits. C'est surtout par la créativité, par vraiment la réflexion. Et tout ça, vraiment, c'est surtout la carte mentale, c'est le mind mapping, il faut vraiment l'enseigner en CM2, commencer en CM1, CM2, parce que c'est primordial, la lecture rapide également. Donc, j'espère en tout cas que ça changera un jour et je suis très optimiste pour ça, en tout cas. Bah, merci beaucoup. Et merci à tous pour ces échanges. Ça fait vraiment plaisir. Et puis, effectivement, cette note d'optimiste, je la partage et tous ces outils que l'on a aujourd'hui, tous ces moyens d'apprentissage, il faut vraiment, vraiment motiver tout le monde, témoigner de ça pour que ça fasse boule de neige et qu'on y arrive vraiment bien et on y croit. On y croit vraiment. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Bassem, merci Charles pour votre présence aussi, d'avoir partagé avec nous cette, cette expertise précieuse et aussi généreuse de toutes ces connaissances. Sincèrement, on a vu la passion, on a vu la pédagogie, on a vu un dévouement à intégrer les intelligences multiples, les neurosciences dans l'enseignement. Tout cela, ça nous inspire. Ça inspire nos élèves, ça inspire aussi à transformer l'éducation, à transformer l'enseignement pour le futur, avec tout ce qui se passe maintenant dans le monde de l'IT, dans le monde avec l'intelligence artificielle, avec tout ce qui se passe maintenant. Ce qui compte, c'est les intelligences multiples et cette nouvelle vision de voir l'enseignement. Donc, ce sont des concepts complexes, des fois non accessibles à tout le monde, mais on a vu avec cette conférence que des fois ces concepts complexes peuvent être accessibles avec un engagement, avec une action de recherche, avec une compréhension de l'apprentissage. Mesdames et messieurs, nous sommes certains et sûrs même que ces idées-là discutées aujourd'hui avec Charles Michou auront un impact sur vos approches dans l'enseignement, que ce soit à la maison ou à l'école. Ils vous ouvriront aussi de nouvelles voies pour l'intégration des sciences, du cerveau dans les curriculums scolaires, si j'ose dire, comme a dit Vincent Pat, que ce soit à travers le mind mapping qui est très essentiel, aussi avec la lecture rapide. Et d'ailleurs, on aura peut-être une surprise la prochaine fois avec une conférence spéciale lecture rapide qui sera animée
pourquoi pas par Dr Mariam Machichi, mais on espère. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Merci à tous pour vos questions perspicaces, votre engagement actif pour tous les gens qui ont participé à cette conférence. Nous espérons que vous partez avec des idées, des inspirations nécessaires pour les mettre en pratique. Donc, n'oubliez pas de suivre cette série de conférences des Lumières pour plus de discussions enrichissantes comme celle-ci au niveau de notre page. Ou plutôt de notre chaîne YouTube, il y a pas mal de conférences, vous pouvez en visiter, posez vos commentaires, dites-nous ce que vous voulez avoir. On peut organiser des conférences à travers vos propositions. Donc, nous vous sommes infiniment reconnaissants pour votre contribution et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à être à la prochaine fois dans une nouvelle conférence de lumière de l'Association de lumière française. Merci à tous et à très bientôt. Merci Charles Michou pour cette belle conférence. Merci.